Le bruit était étrange, mais en même temps terriblement familier. Le métal froid frappa le sol dans le sous-sol humide et sombre, brisant le silence. Puis un autre coup, cette fois avec un tintement métallique, comme si la lame avait heurté quelque chose de dur. L'obscurité ne permettait pas de distinguer les visages de ceux qui creusaient, seule leur silhouette était visible. Cela rendait la situation encore plus inquiétante et incompréhensible. Les gens bougeaient prudemment, comme s'ils craignaient que le prochain coup de pelle ne leur révèle quelque chose de terrible, d'irréparable. Ils continuaient à creuser lentement, avec obstination, sans parler, échangeant seulement de rares phrases murmurées difficiles à comprendre. À chaque mouvement, l'air se remplissait de l'odeur lourde de l'humidité et d'une attente anxieuse. À un moment donné, la pelle toucha de nouveau quelque chose d'inhabituel. Le son devint encore plus distinct, comme si le métal avait touché non pas simplement de la terre ou une pierre, mais quelque chose d'enveloppé dans du tissu. Il devint clair que dans le sous-sol, sous la couche de terre, était caché quelque chose d'autre qui n'était pas destiné aux regards étrangers. Celui qui creusait jeta l'outil et commença à déblayer prudemment la terre avec ses mains. Ses doigts touchèrent le tissu, rugueux, souillé, usé par le temps. L'homme se figea, comme s'il doutait de la nécessité de continuer. Mais la curiosité ou, peut-être, le besoin de connaître la vérité l'emporta sur la peur, et il tira prudemment le tissu vers lui. Sous la couche d'étoffe sale se découvrit un petit paquet. Puis un autre fut trouvé à côté, et encore un autre. Au total, il y avait 7 paquets, soigneusement enveloppés, disposés en rang dans les profondeurs du sous-sol, comme si quelqu'un avait caché ici avec soin et méthode quelque chose de très important et de très sombre. Quelques minutes plus tard, la voix d'un homme au téléphone des services de secours sonnait tremblante et perdue. Il trouvait à peine ses mots, essayant d'expliquer à l'opérateur ce qu'il venait de découvrir. « Nous avons trouvé quelque chose dans le sous-sol. Il semble que ce soit des restes. » À ce moment, les mots se coincèrent dans la gorge de celui qui appelait, comme s'il avait peur de dire à voix haute ce qu'il avait déjà compris dans son cœur. Quand la police arriva sur les lieux, la tension atteignit son comble. L'officier de service, un homme d'âge mûr qui en avait vu beaucoup au cours de ses années de service, s'approcha prudemment de l'une des découvertes. Même lui, malgré son expérience, sentait sa respiration se couper pendant quelques instants. L'officier déroula prudemment le bord du tissu sale. À l'intérieur brillèrent des os blancs, fins et petits. Il devint évident que ce n'était pas simplement des objets quelconques, pas des détritus, pas des jouets oubliés par un enfant dans un passé lointain. C'étaient des restes humains, et manifestement restés ici depuis plus d'une année. En cet instant, le monde environnant sembla se figer. Tous les présents ressentirent qu'ils étaient devenus témoins de la découverte d'un terrible secret sur lequel les murs de ce sous-sol avaient longtemps gardé le silence. 7 paquets soignés, 7 histoires séparées, chacune ayant fini tragiquement avant d'avoir pu commencer. Maintenant, la police se trouvait face à une nouvelle question qui sonnait encore plus terrible que les restes découverts. Qui étaient dans ces gens? Pourquoi leur destin avait-il été tel? Et que s'était-il exactement passé dans cette maison pendant de longues 15 années? Le mystère semblait avoir été résolu, mais en réalité, il ne faisait que commencer à se dévoiler. Quand la police arriva sur le lieu de cette terrible découverte, il était difficile de croire qu'un tel cauchemar se cachait précisément ici. Ce n'était pas une ville sinistre à la réputation sombre, pas une capitale criminelle, mais au contraire, un coin tranquille, presque féerique sur la carte. La petite ville de White Hill, un petit centre de population au sud-ouest de la Colombie-Britannique, à seulement 150 km de Vancouver. À l'écran se succédèrent les images, rues soignées, jardins fleuris près des maisons coquettes, visages paisibles des habitants locaux, souriants, se saluant chaque matin. Ici, tout le monde se connaît de vue et par son nom. C'est l'endroit dont on dit habituellement « la ville parfaite pour vivre et élever des enfants ».
Mais maintenant, quand la caméra s'arrête de nouveau sur cette même maison en périphérie, tout semble différent. Il est impossible d'imaginer comment dans un lieu si serein, presque idyllique par son atmosphère, pouvait se cacher quelque chose d'aussi horrible. La maison où la police découvrit les restes appartenait à la famille Warner, des gens tranquilles, sans particularité qui avaient sans quitter la ville il y a de nombreuses années. Le bâtiment à 2 étages, ayant quelque peu perdu son confort d'antan, se trouvait au bord même de la forêt, comme créé spécialement par la nature pour garder des secrets. Les voisins s'étaient depuis longtemps habitués au fait que les propriétaires apparaissaient rarement et que la maison était louée ces 15 dernières années à différents locataires. C'est précisément ce fait. Les locataires, les résidents qui changeaient tête constamment, qui devint l'indice central de l'histoire. Personne ne se souvenait particulièrement des gens qui avaient vécu ici temporairement. Au cours de ces années, la maison avait vu défiler de nombreux visages. Certains venaient ici dans l'espoir de commencer une nouvelle vie, d'autres pour fuir l'ancienne. Certains locataires semblaient être amicaux et avenants, d'autres préféraient éviter les contacts. Mais dans la mémoire des habitants ne resta rien qui aurait pu éveiller des soupçons ou de la peur. Aucun de ceux qui avaient rien vécu ici n'attira l'attention, ne troubla la paix des locaux, ne laissa derrière lui de traces qui auraient pu inquiéter. Les habitants de White's Hill avaient maintenant du mal à croire à la réalité de ce qui se passait. Ils assuraient qu'une chose pareille était impossible, certainement pas dans leur petite ville, pas parmi leurs connaissances. Mais en même temps apparaissait une pensée terrifiante. La maison, située près d'eux toutes ces années, cachait de terribles secrets, et personne ne s'en doutait même. Les murs, les fenêtres et les portes s'étaient tus trop longtemps, et peut-être, dans ce silence, se cachait la culpabilité de toute la ville qui avait décidé de ne rien remarquer d'inhabituel. À chaque heure, il devenait plus clair. L'horreur de ce qui se passait n'était pas dans le mystique et pas dans l'anomalie, mais dans le fait que cet endroit paraissait si ordinaire et quotidien. Aucun signe de tragédie, aucune sensation de danger, seulement l'écoulement indifférent de la vie, qui ne permettait pas de remarquer le cauchemar qui se déroulait à côté. Et voilà maintenant, quand la vie paisible de la petite ville se trouvait perturbée, l'enquête avait devant elle une tâche importante. Étudier et vérifier chaque personne qui avait vécu dans la maison ces 15 dernières années. Les enquêteurs devaient en comprendre de qui la vie avait croisé ce sous-sol et pourquoi aucun de ceux qui vivaient à côté n'avait rien remarqué d'étrange. La liste des locataires devint le point de départ de l'enquête. Les noms, qui n'éveillaient aucun soupçon auparavant, prirent maintenant une teinte sombre. Quelqu'un parmi eux pouvait s'avérer être non pas simplement un témoin fortuit, mais un véritable gardien de secrets épouvantables. C'est précisément les locataires qui devaient devenir ce pont qui permettrait de comprendre qui exactement était impliqué dans ces événements et comment la maison, qui semblait si banale, était devenue le centre de l'histoire la plus terrible de l'histoire de White's Hill. Déjà le 16 mai 2021, une inscription officielle apparut dans l'affaire, qui sonna comme une sentence non seulement pour cette maison, mais pour toute la petite ville de White's Hill, qui n'avait pas remarqué le malheur à temps. La voix sèche de l'enquêteur enregistra le procès-verbal, découvert de multiples restes, présumés de nouveau-nés. Les inhumations ont été effectuées à différentes époques. Voilà précisément ces mots, multiples et à différentes époques, qui désignèrent instantanément l'ampleur de la tragédie et soulevèrent la première question principale chez tous ceux qui se trouvaient d'une manière ou d'une autre impliqués dans cette histoire. Était-ce une terrible histoire unique ou une série de crimes étalés sur des années ? À la suite de la police, arriva dans la maison tout un groupe de criminologues et de pathologistes. À ce moment, probablement, tous les habitants de la petite ville tranquille prirent conscience de la gravité de ce qui se cachait sous leur nez, tandis que les rues de White's Hill se remplissaient progressivement de chuchotements inquiets et de rumeurs. Le travail des spécialistes continua jusqu'au soir. Méticuleusement, centimètre par centimètre, les criminologues examinèrent chaque coin du sous-sol, extrayant et numérotant avec précaution chaque paquet trouvé. Au total, il y en avait 7.
et chacun se trouvait à son endroit séparé, comme caché ici avec un calcul précis et un sang-froid effrayant. Sur place travaillait un pathologiste expérimenté. Sans son examen préliminaire, la police ne pouvait pas avancer. Le docteur examina chaque découverte avec précaution, presque délicatement. Malgré sa longue expérience, il semblait tendu. La situation sortait manifestement du cadre des incidents habituels. Après chaque examen, il notait quelque chose dans son carnet et son visage devenait de plus en plus sombre. Vers le soir furent tirées les conclusions préliminaires. Les restes appartenaient à des nouveau-nés. Cette conclusion renforça la sensation d'horreur et de stupéfaction parmi ceux qui suivaient les événements. L'enquêteur hocha silencieusement la tête, sans poser de questions. Il était déjà clair pour lui avec quelle affaire il allait falloir s'affronter par la suite, et qu'elle ne se fermerait pas si facilement. C'est alors que fut prise la décision de prescrire une expertise génétique. Elle devait devenir la clé capable de révéler le mystère qui jusqu'à présent semblait insaisissable. L'expertise ADN pouvait donner ce qu'aucun témoin et aucun indice ne pouvait donner: des noms, des liens, une parenté. Il ne restait qu'à attendre. Et voilà qu'après quelques jours, les résultats de l'analyse préliminaire confirmèrent les pires craintes. Ces crimes n'étaient pas un incident isolé. Pendant plusieurs années, avec une périodicité effrayante, quelqu'un avait soigneusement et méticuleusement caché son secret dans les murs de ce sous-sol. L'un après l'autre, ces crimes se sont alignés en une chaîne sinistre, et chaque maillon en était également terrible. 7 tragédies séparées, unies par un lieu commun et, probablement, un seul coupable. Les enquêteurs comprirent qu'il s'agissait non pas d'un crime fortuit ou soudain, mais de toute une série d'événements qui s'étaient déroulés dans l'ombre de la vie parfaite d'une petite ville. Maintenant, il était évident. Il fallait concentrer toutes les forces sur la recherche d'une personne capable d'une telle chose, et en premier lieu, la mère de ses enfants. Parce que seule elle pouvait savoir ce qui s'était réellement passé dans cette maison tranquille en périphérie de Whites Hill. Ainsi, l'expertise génétique, qui semblait auparavant simplement une des étapes routinières de l'enquête, devint soudain l'instrument principal pour élucider l'affaire. D'elle dépendait si la police pourrait nommer le nom du coupable et, peut-être, comprendre les motifs qui avaient poussé quelqu'un dans la ville tranquille à commettre ces crimes inimaginables. Maintenant, l'enquête entrait dans une nouvelle phase. Le laboratoire et la génétique devaient donner les réponses qui avaient été gardées pendant de longues années dans l'obscurité complète du sous-sol de la maison de la famille Warner. Les criminologues terminèrent leur travail principal avec les corps, et maintenant leur attention était concentrée sur les détails. Il semblait que tout avait déjà été trouvé, que le plus terrible s'était déjà produit. Mais c'est précisément dans de tels moments, dans ce silence après la tragédie, que se cachent les principales réponses. Un des spécialistes tamisait méthodiquement la terre du sous-sol à travers un crible. C'était un travail silencieux, presque méditatif. Chaque mouvement était lent et attentif, pour ne pas manquer un seul détail. Et soudain, parmi la saleté ordinaire et les détritus apparut quelque chose qui, au premier regard, ressemblait simplement à un petit bout de papier, décoloré par le temps, mélangé à des lambeaux de tissu. L'expert s'arrêta et examina attentivement la trouvaille. Sur le papier se trouvaient toutes des lettres à peine distinguables, délavées, et bien qu'au premier regard la trouvaille sembla complètement insignifiante, c'est elle qui souleva une question capable de bouleverser le cours de l'enquête. Ce petit détail pourrait-il devenir la clé de l'énigme ? Pendant ce temps, les enquêteurs commencèrent à rassembler des informations sur la maison et tous ceux qui avaient eu un rapport avec elle. Avant tout, fut convoqué le propriétaire de la maison, Monsieur Warner, un homme âgé, vivant depuis longtemps loin des limites de Whites Hill. Son interrogatoire n'apporta pas de sensation. Il se contentait de louer la maison, n'y apparaissait pas pendant des années et n'avait jamais eu de soupçons concernant ses locataires. Mais ces témoignages aidèrent la police à établir la liste complète de ceux qui avaient loué le logement ces 15 dernières années. Maintenant, l'enquête avait entre les mains une longue liste de noms, depuis des familles tout à fait ordinaires, venues là passer l'été, jusqu'aux personnes seules
qui changèrent de logement une fois tous les quelques mois. Tandis que la police téléphonait méthodiquement à tous ceux qui avaient vécu dans la maison, le bout de papier trouvé fut envoyé au laboratoire pour étude. Y furent également envoyés les lambeaux de tissu et autres petits détails trouvés lors de l'examen du sous-sol. Les experts travaillaient comme s'ils assemblaient un énorme puzzle, dont les détails pouvaient s'avérer être la clé de la résolution d'une des énigmes les plus sombres de la ville. Le travail avançait lentement. Les experts révélaient chaque fragment du matériau trouvé, cherchaient des empreintes, des traces d'ADN et essayaient de restaurer l'inscription sur ce même bout de papier presque détruit. Après quelques jours, quand il semblait que l'indice ne donnerait probablement rien, arriva une percée inattendue. Les experts réussirent à établir que le bout de papier n'était pas simplement un déchet fortuit. C'était une vieille ordonnance de l'hôpital, abîmée par le temps, presque effacée par l'humidité, mais portant encore une information importante. Dans la partie supérieure du papier, avec difficulté, mais on pouvait déchiffrer un nom. C'est lui qui transforma instantanément le petit détail apparemment inutile en élément le plus important de l'enquête. Le nom appartenait à une femme qui figurait dans la liste des locataires. Elle avait loué la maison environ 10 ans auparavant, n'attirait pas l'attention particulière, et la plupart des voisins l'auraient probablement déjà oublié, si ce n'était ce petit papier. Ce petit bout, caché sous terre pendant de longues années, s'avéra être la première trace réelle menant à la solution. Maintenant, l'enquête prit un tour complètement différent. La police comprenait qu'elle ne travaillait plus avec une liste anonyme de locataires. Elle avait le premier nom concret, une personne concrète qu'on pouvait lier au reste trouvé dans le sous-sol. Les enquêteurs se mirent immédiatement à vérifier cette femme. Il fallait savoir où elle se trouvait maintenant, ce qui lui était arrivé au cours des années passées, et si elle pouvait être impliquée dans l'horreur découverte. Il semblait incroyable qu'un petit bout de vieux papier ait pu diriger l'enquête dans une voie complètement différente. Maintenant, la police avait non seulement un indice, mais aussi un objectif clair: découvrir toute la vie de cette femme. Qui était-elle? Pourquoi son nom s'était-il retrouvé sur l'ordonnance trouvée parmi la terre et les restes? Pouvait-elle être celle qui gardait dans le sous-sol ce terrible secret pendant tant d'années? Ces questions surgissaient l'une après l'autre, et les enquêteurs étaient sûrs. Les réponses n'étaient maintenant qu'une question de temps. Ainsi, l'histoire de la maison à White's Hill acquérait progressivement des contours réels. De l'horreur sans visage apparaissaient des gens concrets, des noms et des destins concrets. Le papier trouvé donna à la police non pas simplement un indice, il leur donna la première possibilité de regarder dans le passé, qui s'était caché trop longtemps derrière les murs d'une maison ordinaire en périphérie de la ville. Maintenant, il ne restait qu'à découvrir ce que cachait en soi le nom devenu soudain un indice important. La liste des locataires de la maison en périphérie de White's Hill s'avéra impressionnante, et au début, il semblait qu'il n'y avait rien de particulier. Simplement des noms, des dates, des signatures. Mais l'attention des enquêteurs s'accrocha soudain à 2 noms de famille qui se suivaient, écrits un peu négligemment comme dans la hâte: Linda Carter et Mike Roos. Au premier regard, un couple ordinaire qui avait vécu ici environ 10 ans auparavant. Cependant, c'est précisément ces noms, se trouvant côte à côte, qui firent s'arrêter et réfléchir. Pourquoi, parmi des dizaines de locataires, c'est eux qui attirèrent l'attention particulière de la police? Les enquêteurs se mirent immédiatement à ressortir les anciens dossiers et témoignages des voisins. Des dossiers marqués « Archives » furent extraites des feuilles jaunies avec de brefs rapports de l'agent de quartier qui faisait autrefois sa ronde. Il y était noté que Mike et Linda vivaient tranquillement, ne communiquaient pas particulièrement avec les voisins et ne semblaient causer aucun problème particulier. Mais il y avait un grand « mais » qui ressortait dans les petites notes de l'agent de quartier, auxquelles personne n'avait prêté l'attention nécessaire auparavant. Les voisins se souvenaient. Ils se disputaient souvent. Linda était renfermée. Elle ne sortait presque jamais dans la rue sans Mike. Dans une petite ville où tous vivaient, comme sur la paume de la main les uns des autres, cette fermeture et ces conflits constants inquiétaient. Mike Roos était un homme difficile, bien qu'au premier regard il semblât un homme ordinaire, sans rien de remarquable. Il travaillait sur un petit chantier, rentrait toujours tard à la maison, évitait la communication avec les voisins
Les gens qui vivaient à côté le décrivaient sèchement, taciturne, maussade, réservé. Sur Linda, on savait encore moins. La femme apparaissait rarement en public, et même au magasin, c'était généralement Mike qui allait seul. Les voisins notaient qu'elle ne sortait dans la rue qu'accompagnée de Mike, comme si elle avait peur de rester seule. Ces détails auraient pu rester seulement de petites particularités domestiques, si ce n'était la terrible découverte dans le sous-sol de leur ancienne maison. L'enquête tira presque immédiatement la conclusion que l'homme dans de tels crimes était le plus souvent le suspect principal. D'autant plus, compte tenu du comportement de Mike et de sa tendance évidente au contrôle de la situation, il devenait un candidat évident pour vérification en premier lieu. Les enquêteurs commencèrent à étudier plus attentivement la vie de Mike et Linda après qu'ils eurent quitté la maison, où ils avaient déménagé, s'ils étaient quand restés ensemble, ou si leur chemin s'était séparé peu après la vie à Whites Hill. Il fallait l'élucider d'urgence. Bientôt fut obtenue une information supplémentaire. Après Whites Hill, le couple avait déménagé dans une petite ville voisine où il avait vécu encore quelques années ensemble. Puis, les traces de Linda s'interrompirent soudain. Mike, lui, était resté dans la même région où il vit encore maintenant. La police comprit que c'est précisément Mike qui était maintenant leur principal et premier suspect officiel. Il fallait vérifier au plus vite son alibi, s'assurer qu'il n'avait pas de rapport avec ce qui s'était passé, ou au contraire, rassembler des preuves confirmant son implication. Maintenant, l'enquête avait un objectif et une direction claire. Mike Roos, la figure devenue clé dans l'enquête. C'est précisément ses actions, ses paroles, ses déplacements des 10 dernières années qui devaient devenir l'objet d'une analyse détaillée. Les enquêteurs obtinrent l'autorisation pour son interrogatoire et la vérification de son alibi. Chaque détail de son passé pouvait maintenant devenir un indice important, capable de confirmer ou de réfuter son implication dans les restes trouvés. Il ne restait qu'une question qui se posa devant l'enquête très clairement. Si Mike était réellement impliqué, alors où se trouvait maintenant Linda et pourquoi avait-elle disparu si soudainement? Peut-être que c'est précisément elle qui aurait pu raconter ce qui s'était réellement passé dans la maison et lequel d'entre eux cachait le terrible secret dans le sous-sol. Ainsi, la liste des locataires, qui semblait auparavant simplement un ensemble ennuyeux de noms, devint le point de départ capable de mener à la résolution de l'affaire. Mike Roos n'était plus simplement un nom dans les archives. Il était devenu le visage de cette enquête. Toutes les actions des enquêteurs étaient maintenant dirigées vers la découverte de qui était cet homme et s'il pouvait commettre quelque chose d'aussi horrible. Pour la police était important chaque détail, chaque mot que disaient maintenant les voisins, anciens collègues et connaissances de Mike. L'enquête était sûre. Derrière ce nom se cachait la réponse à la question de qui exactement parmi les habitants de la maison tranquille à Whites Hill avait pu commettre les crimes restés inaperçus pendant de longues années. Maintenant, la police avait non pas simplement un nom, mais une figure réelle, capable d'approcher la solution ou, au contraire, d'embrouiller encore plus l'enquête. Mais c'est précisément de la vérification de l'alibi de Mike que dépendait la direction que prendrait cette enquête, et si les enquêteurs pourraient révéler, enfin, le terrible secret du sous-sol de la maison des Warner. Le rapport du laboratoire ramena de nouveau l'attention de l'enquête vers cette même première trouvaille, vers ce petit papier apparemment insignifiant qui était devenu le premier véritable indice. Maintenant, en gros plan, on pouvait clairement distinguer le nom, écrit à la main, presque effacé par le temps, mais tout à fait lisible, Linda Carter. Il semblait que maintenant tout devenait encore plus compliqué, car jusqu'à ce moment, les enquêteurs s'intéressaient davantage à Mike, le considérant comme le suspect principal. Mais maintenant, avec ce petit papier, l'affaire fit un tournant brusque, et les enquêteurs se posèrent une nouvelle question. Quel était en réalité le rôle de Linda dans cette histoire épouvantable? Les experts se tournèrent de nouveau vers les détails trouvés près des restes. Au laboratoire furent soigneusement disposés les lambeaux de tissu qui avaient longtemps caché les restes, et maintenant, ils les étudiaient avec une attention extrême. C'étaient des vêtements ordinaires, bon marché, manifestement de production de masse. Selon la conclusion des spécialistes, de telles choses se vendaient partout dans la période de 2008 à 2015.
Aucun signe particulier, aucun label de marque ou étiquette par lesquels on aurait pu remonter à un acheteur concret. Et néanmoins, la date sur l'ordonnance et les vêtements coïncidaient approximativement dans le temps. Cela signifiait que Linda était à proximité dans cette période où furent commis ces terribles événements. Les enquêteurs s'occupèrent de l'étude approfondie du petit papier lui-même. Il fut établi que l'ordonnance avait été délivrée dans la clinique locale, située littéralement à 800 mètres de la place centrale de White Hill. La clinique était petite et pratiquement familiale, un endroit typique où allaient tous les habitants de la petite ville, y compris Linda Carter. Le fait que le papier de la clinique se soit retrouvé dans le sous-sol de la maison où elle avait autrefois vécu fit de Linda une figure encore plus intéressante pour l'enquête. Maintenant, il était nécessaire de découvrir pourquoi précisément son ordonnance s'était retrouvée dans le lieu d'inhumation des restes et si elle pouvait être liée à cela directement. La police commença à rassembler toutes les données sur Linda Carter, s'efforçant d'en savoir plus sur sa vie à White Hill. De nouveaux détails émergèrent. Les voisins, qui ne mentionnaient auparavant que sa fermeture et les conflits fréquents avec Mike, commencèrent maintenant à raconter d'autres détails. Linda, comme il s'avéra, ne sortait effectivement presque pas de la maison seule. Parfois, on la voyait près de la pharmacie et de l'hôpital local, toujours silencieuse, les yeux baissés, essayant de ne pas attirer l'attention. Les habitants de la petite ville se souvinrent qu'elle avait l'air malade, comme si elle luttait contre une maladie dont personne ne savait exactement de quoi il s'agissait. Quand les policiers demandèrent les données de la clinique, il s'avéra que Linda la visitait régulièrement, mais la raison des visites resta cachée derrière le secret médical. Maintenant, c'est précisément le dossier médical de Linda qui devint la tâche centrale de l'enquête, parce que, peut-être, c'est précisément en lui qu'était cachée la raison pour laquelle elle pouvait se trouver mêlée à cette histoire. Les médecins refusèrent de révéler volontairement ces données, et la police dut demander officiellement un mandat pour accéder à la documentation médicale. Cela ralentissait le cours de l'enquête, mais en même temps attisait l'intérêt et donnait l'espoir d'une percée rapide. Maintenant, l'affaire se déplaça complètement de Mike vers Linda. Il restait bien sûr dans le champ de vision de la police, mais n'était plus le suspect principal. La femme que tous considéraient simplement comme tranquille et peu sûre d'elle, devint soudain la figure centrale de cette affaire embrouillée. Le nom de Linda Carter résonnait maintenant dans tous les bureaux de l'enquête, et les policiers rassemblaient tout ce qu'on pouvait trouver sur son passé, depuis les premiers jours dans la petite ville jusqu'à sa disparition soudaine. Il incombait à l'enquête de découvrir non seulement les circonstances médicales de la vie de Linda, mais aussi son état psychologique, les raisons de sa fermeture constante et de son anxiété. C'est précisément ces détails qui pouvaient aider à révéler la motivation l'ayant poussée, peut-être, à cacher un crime si monstrueux dans le sous-sol de la maison où avait passé une partie significative de sa vie. Ainsi, la petite trouvaille, une vieille ordonnance de l'hôpital, changea complètement la direction de l'enquête. Maintenant, l'enquête avait un objectif clair et une figure concrète avec laquelle il fallait lier tous les autres détails. Linda Carter devint cette personne autour de laquelle commença à se construire tout le sujet de cette sombre histoire. Les enquêteurs réalisaient que devant eux les attendait non pas simplement l'étude de données médicales, mais une plongée dans la vie d'une personne dont le nom s'était inopinément avéré être la clé de la résolution du secret le plus sombre de Dansonat's White Hill. Maintenant, il ne restait qu'à attendre le moment où la police obtiendrait accès à son dossier médical, capable de répondre à la question principale. Qui était en réalité Linda Carter et pouvait-elle commettre le crime qui jusqu'à présent bouleversait toute la petite ville? À ce moment, l'enquête commença à rassembler les témoignages des gens qui avaient vécu près de Linda Carter dans cette même période où, présumément, étaient commis les crimes. Au début, il semblait que les voisins ne diraient assez rien de particulier. Des gens ordinaires, une vie ordinaire, des détails ordinaires que nous remarquons mais oublions aussitôt. Mais c'est précisément dans ces détails que la police commença à trouver quelque chose d'étrange, d'inquiétant et d'incompréhensible. Dans les procès-verbaux d'interrogatoire des voisins commencèrent à apparaître des phrases courtes, fragmentaires, qui faisaient réfléchir l'enquête. Quelque chose n'allait pas avec son poids,
notait un des habitants de la maison voisine. Une autre femme ajoutait prudemment « Oui, je me souviens exactement. Elle grossissait, puis maigrissait brusquement. Je n'ai jamais compris à quoi c'était lié. Ces allusions ne contenaient pas d'accusations directes, mais elles posèrent des questions gênantes. Qu'est-ce que ces gens avaient vu exactement? Et leurs paroles pouvaient-elles avoir un rapport avec les restes trouvés? Bientôt, les enquêteurs rassemblèrent encore plus de témoignages confirmant les bizarreries dans le comportement de Linda. Les voisins racontaient que la femme portait toujours des vêtements amples, en forme de sac, qui cachaient sa silhouette. Elle évitait la communication, n'apparaissait jamais aux événements publics et semblait toujours déprimée et inquiète. Tout cela pouvait être attribué aux particularités du caractère, mais dans le contexte de ce qui se passait, cela semblait trop suspect. Les témoignages de l'ami de Linda devinrent un point de tension séparé dans l'enquête. La femme raconta à la police avec surprise et perplexité « Nous étions amis, mais pas très proches. Elle ne parlait jamais d'enfants, ne mentionnait jamais le désir de fonder une famille. Même quand quelqu'un abordait ce sujet en compagnie, Linda se renfermait aussitôt et commençait à s'énerver. Ses paroles résonnaient particulièrement fort dans la tête des enquêteurs, car elles se liaient directement aux restes trouvés dans le sous-sol. Tous ces témoignages épars, séparément, auraient pu sembler fortuits et même insignifiants. Mais ensemble, ils se composaient en un tableau très inquiétant. Le comportement de Linda Carter correspondait complètement au modèle d'une femme essayant de cacher sa grossesse aux autres. Les variations de poids, les vêtements amples, l'évitement des contacts sociaux et le refus de parler d'enfants, tout cela ressemblait à des tentatives de cacher soigneusement aux regards étrangers quelque chose d'extrêmement personnel et douloureux. Les enquêteurs comprirent qu'ils avaient maintenant entre les mains un indice indirect très fort. Mais malgré l'évidence des conclusions tirées sur la base des témoignages des voisins et connaissances, il ne pouvait devenir une preuve complète de culpabilité. Les paroles ne sont que des paroles, des impressions subjectives que les avocats peuvent facilement contester. Pour avancer, la police avait besoin de quelque chose de plus, quelque chose d'irréfutable et d'absolument concret. Maintenant, l'enquête approchait d'une frontière importante. Le comportement de Linda Carter avait été soigneusement analysé et elle était devenue le suspect principal. Mais pour lui présenter officiellement des accusations, il fallait étayer ses soupçons par des faits et non seulement par des témoignages. L'enquête se trouvait devant la nécessité de trouver quelque chose qu'il serait impossible de contester au tribunal. Il leur fallait établir un lien direct entre Linda et les restes trouvés. À cette étape, il était évident pour la police que l'étape suivante devait être une vérification plus approfondie des données médicales et une analyse de sa vie. Il leur incombait de découvrir s'il y avait une confirmation documentaire du fait que Linda était enceinte, si elle avait jamais donné naissance à des enfants, et si oui, ce qui leur était arrivé. C'est précisément ces réponses qui pourraient y confirmer la terrible supposition née des souvenirs fragmentaires et des observations des gens qui entouraient Linda. Ainsi, les paroles des voisins transformèrent une femme auparavant tranquille et discrète en centre de l'enquête la plus sérieuse de l'histoire de White Hill. Maintenant, l'enquête devait trouver un fait indiscutable qui pourrait finalement confirmer ou infirmer l'implication de Linda dans le terrible secret trouvé dans le sous-sol. Sans une telle preuve, tous les soupçons restaient seulement une hypothèse, incapable de donner une réponse définitive à la question principale. Qui cachait son secret dans le sous-sol de la maison des Warner? Les enquêteurs savaient que pour résoudre ce mystère, il ne leur restait pas tant de temps, et il leur fallait agir de manière décisive pour que les paroles se transforment enfin en preuves. Le 21 juillet 2021, le jour que les enquêteurs attendaient depuis ce moment même où furent trouvés les restes dans la maison des Warner, le matin, entra dans le commissariat de police de White Hill un jeune coursier. Dans ses mains, il tenait une enveloppe scellée ordinaire, mais c'est précisément en elle que se cachait la réponse à la question principale de l'enquête. Personne ne doutait que maintenant se déciderait le sort non seulement d'une personne, mais de toute la ville, qui avait vécu si longtemps dans l'ignorance du cauchemar caché sous une maison ordinaire en périphérie. La tension était presque physiquement palpable.
Dans le bureau de l'enquêteur régna un silence pesant. L'enveloppe était sur la table, comme un rappel muet qu'il n'y avait maintenant plus de chemin de retour. L'enquêteur coupa lentement le bord du papier, sortant le rapport du laboratoire d'ADN. Son visage n'exprimait pas d'émotion. Seuls ses yeux couraient sur les lignes, absorbant rapidement le texte sec du document scientifique. Après quelques secondes, il reposa les papiers sur la table et décrocha silencieusement le téléphone, composant le numéro du tribunal. La voix sonna de manière égale, mais toute la gravité du moment y était cachée. « Nous avons besoin d'un mandat pour obtenir un échantillon d'ADN de Lynda Carter. Urgent. » Maintenant, il était clair pour tous à quoi avait mené le rapport du laboratoire. Quand arrivèrent les résultats de la comparaison, tout se mit finalement en place. Le rapport du laboratoire était sec et sans équivoque. Il n'y avait pas de place pour les doutes ou l'ambiguïté. L'analyse des échantillons d'ADN a montré que les 7 nouveau-nés ont la même mère biologique. La comparaison ultérieure avec l'échantillon d'ADN de Lynda Carter fournit à confirmer une coïncidence complète à 100%. Maintenant, il était finalement clair que toutes les suppositions de la police et les bizarreries dans le comportement de Lynda dont parlèrent les voisins n'étaient pas des coïncidences fortuites. Lynda Carter était la mère de ses enfants dont les restes avaient été découverts dans le sous-sol de la maison où elle avait autrefois vécu. Dès le moment de l'obtention de cette confirmation, l'enquête changea complètement. Maintenant, Lynda cessa officiellement d'être seulement suspecte, se transformant en figure qu'il fallait retrouver et interroger d'urgence. Toutes les paroles des témoins prononcées auparavant, les petits détails et bizarreries dans le comportement de la femme prirent maintenant une réalité sombre et devinrent partie du tableau général du crime. Il devint évident que la femme cachait tout ce temps à tous son terrible secret, essayant de vivre une vie ordinaire parmi les voisins, amis et connaissances. Cependant, même malgré l'évidence des faits, l'enquête avait encore de nombreuses questions. Avant tout, pourquoi ? Pourquoi la femme avait-elle pu aller à de tels actes terribles, cachant non pas une, mais plusieurs naissances ? Et le principal, qui d'autre connaissait son secret ? Était-il possible qu'elle agisse seule, ou quelqu'un d'autre l'aidait-il à cacher ces terribles crimes pendant de longues années ? Maintenant, quand Lynda Carter était officiellement déclarée coupable, il incombait à l'enquête de comprendre sa vie dans les moindres détails. Il fallait comprendre ce qui l'avait poussée à un pas si désespéré et s'il y avait dans ses actes une logique quelconque ou simplement la panique et la peur qui la forçaient à le faire encore et encore. Ces questions pesèrent sur White's Hill d'un poids lourd. La petite ville, qui semblait si tranquille et inoffensive, apparut maintenant sous un jour complètement différent. Les gens commencèrent à se demander comment ils avaient pu manquer cela. Comment avait-il pu vivre tant d'années côte à côte avec une personne cachant dans son âme de si sombres secrets ? Les enquêteurs savaient que maintenant, il leur incombait de revoir chaque détail, chaque parole dite par les témoins, chaque comportement de Lynda au cours des années passées. Il fallait comprendre comment elle s'en était sortie avec un tel fardeau en solitaire, et si quelqu'un de son entourage avait pu remarquer ou même l'aider. C'étaient des questions auxquelles l'enquête devait répondre le plus vite possible, pour comprendre finalement ce qui s'était exactement passé dans la maison en périphérie de la ville. Ainsi, le papier sec du laboratoire avec les résultats d'ADN devint la clé principale de la résolution du crime. Il donna à la police la certitude que l'affaire avançait dans la bonne direction et confirma la supposition la plus terrible de l'enquête. Le crime avait été commis par la mère, qui cachait la naissance de ses propres enfants. Mais en même temps, ce rapport d'ADN ouvrit de nouvelles questions qui n'étaient pas moins importantes pour la compréhension complète de toute la situation. Maintenant, l'enquête se trouvait devant une nouvelle tâche. Révéler les motifs de Lynda Carter et découvrir si elle était la seule à connaître le terrible secret de la maison des Warner. C'est précisément ces questions qui devaient en devenir le chapitre suivant de l'enquête. Maintenant, la police devait agir rapidement et de manière décisive pour trouver Lynda et apprendre ce qu'elle cachait encore toutes ces années. Sur l'écran du bureau d'enquête apparut un graphique qui coupait littéralement le souffle. Il était clairement marqué des dates, comme des chiffres secs et impitoyables du calendrier qui disaient bien plus que tous les mots. L'année 2006, puis 2008,
puis presque sans pause, 2009, de nouveau 2011, et plus loin. La série continuait pratiquement année après année, ne s'interrompant que brièvement. Quiconque voyait cette infographie se posait une seule et même question dont on ne pouvait se défaire. Comment une telle chose avait-elle pu se passer si longtemps et rester inaperçue dans une petite ville tranquille et confortable où tout le monde se connaît? La réponse à cette question, au moins partiellement, pouvait se trouver dans le rapport du pathologiste. Ces données ne faisaient qu'aggraver le sentiment d'angoisse et d'horreur qui saisissait la petite ville. Selon ses conclusions, l'âge des restes trouvés était de 5 à 15 ans. La longue période de décomposition ne permit pas de révéler des traces de violence physique ou de traumatisme. Cela signifiait que même malgré l'évidente tragédie de la situation, formellement il n'y avait pas de base pour affirmer que la cause de la mort était liée à la cruauté ou à l'intention directe. Mais cela n'allégeait en rien le poids des sombres suppositions. Pourquoi cela se passait-il encore et encore ? L'absence de traces claires de violence sur les restes pouvait témoigner du fait que les actions commises par la mère étaient soit un acte de désespoir, soit une incompréhension complète de la situation dans laquelle elle se trouvait de nouveau et de nouveau. Néanmoins, même cela ne déchargeait pas Linda de la responsabilité de ce qui s'était passé, mais ne faisait que souligner la tragédie et la complexité de toute cette histoire. Les enquêteurs continuaient à analyser les conclusions des experts, essayant d'y trouver la réponse à la question de comment on avait pu ne pas remarquer des signes si évidents de ce qui se passait quand une même personne se trouvait face à une situation semblable à maintes reprises. Mais la conclusion principale de l'analyse experte était la confirmation du fait que les crimes avaient un caractère systématique. Ce n'était pas un hasard ou une tragédie unique. Devant les yeux des enquêteurs surgissait une ligne temporelle rigide, clairement construite, indiquant qu'à chaque fois, toutes les quelques années, la femme se trouvait face au même problème et recourait de nouveau aux mêmes terribles solutions. C'était une cyclicité que personne parmi les entourants n'avait remarquée ou n'avait voulu remarquer. Le caractère systématique des crimes indiquait que Linda n'était pas la seule personne qui pouvait être au courant, et bien qu'elle soit devenue la figure principale de cette histoire, surgissait une question logique. Si Linda était la mère de tous ces bébés, alors qui était leur père? Pouvait-elle pendant tant d'années cacher tout cela à la personne qui vivait avec elle sous le même toit? Les enquêteurs revinrent de nouveau au seul partenaire connu de Linda, Mike Roos. Malgré le fait qu'il était auparavant passé au second plan après la découverte de l'ADN de Linda, maintenant son rôle redevenait central. C'est précisément lui qui était près d'elle toutes ces années. C'est précisément lui qui vivait dans la même maison et ne pouvait pas ne pas voir, ou au moins ne pas soupçonner, ce qui se passait. Maintenant, il était nécessaire pour l'enquête de découvrir à quel point Mike était impliqué dans ce qui se passait. Savait-il que Linda était enceinte? Participait-il d'une manière ou d'une autre à la dissimulation des crimes? Ou au contraire, était-il victime de circonstances et ne se doutait de rien, vivant près d'une femme qui chaque fois lui cachait la terrible vérité? Toutes ces questions ouvraient de nouveau un nouveau chapitre de l'enquête, exigeant l'élucidation urgente des circonstances des relations de Linda et Mike. Il fallait ressortir de nouveau leur histoire, leur communication avec les voisins, amis et collègues, pour comprendre à quel point Mike était plongé dans la vie de Linda et s'il pouvait être complice ou témoin de ce qui se passait. Ainsi, l'analyse experte aida l'enquête non seulement à confirmer le caractère systématique et la gravité des crimes, mais donna aussi une direction claire pour les actions ultérieures. Maintenant, l'enquête revenait de nouveau au moment d'où elle avait commencé, mais avec des données initiales complètement différentes. Mike Roos redevenait de nouveau la figure centrale, dont la participation ou non-participation aux événements tragiques pouvait bouleverser la compréhension de toute la situation. Les enquêteurs étaient sûrs que maintenant c'est précisément son rôle dans la vie de Linda Carter qui devait être éclairci jusqu'au bout. Il fallait établir définitivement s'il était complice, témoin ou personne absolument non informée qui s'était trouvée au centre d'une histoire terrible se déroulant directement sous son nez. Cette question devenait encore plus importante quand il pensait au tribunal futur
où il leur incombait de présenter un tableau clair des événements pour que la justice soit rétablie complètement. Quand les enquêteurs convoquèrent Mike Roos pour interrogatoire, il semblait que maintenant tout se mettrait certainement en place. Il était le dernier et seul partenaire connu de Lynda Carter. Il avait vécu avec elle sous le même toit dans ces mêmes années où se passaient les terribles événements. L'enquêteur lui présenta directement les faits. Vous viviez avec elle. Vous étiez son partenaire. Vous voulez dire qu'en tant d'années, vous n'avez rien remarqué? À ce moment, il semblait que l'enquête allait se terminer et que Mike révélerait enfin toutes les cartes qu'il cachait probablement depuis si longtemps à la police. Cependant, Mike répondit calmement et avec assurance, sans hésiter une seconde. Il sortit un dossier préparé à l'avance avec des documents et le posa devant l'enquêteur. Il contenait des papiers confirmant son alibi. Toute l'assurance de l'enquêteur commença à fondre lentement sous ses yeux. Mike fournit des documents clairs sur son travail dans une autre ville. Contrat, reçu, feuille de route qui prouvait qu'il s'absentait régulièrement de White's Hill et ne pouvait physiquement pas être témoin de ce qui se passait dans la maison. Et bien que l'enquête s'attendît à une résistance ou de la nervosité, Mike démontrait une disposition complète à aider, mais en même temps insistait sur le fait qu'il ne savait rien de la grossesse de Lynda et ne s'en doutait même pas. Pour confirmer ses paroles, il fournit les données sur la localisation de son téléphone ces dernières années de vie avec Lynda. Ces données montraient clairement et distinctement que dans les périodes clés, quand selon la version de l'enquête se passaient les crimes, Mike se trouvait loin de White's Hill. Il était soit dans une autre ville, soit en déplacement professionnel, et apparemment ne pouvait réellement pas connaître tous les secrets que lui cachait Lynda. Les enquêteurs se mirent à vérifier les preuves fournies et réalisèrent rapidement que l'alibi de Mike n'était pas simplement convaincant, mais pratiquement inattaquable. Tous les faits étaient base confirmés par des documents officiels et des témoins avec lesquels Mike travaillait et vivait dans ces périodes. Plus la vérification avançait, plus devenait claire la compréhension que Mike Roos, qui semblait auparavant être la figure centrale et un possible complice, s'avérait être pas plus qu'une fausse piste dans cette histoire tragique. La prise de conscience de ce fait provoqua chez l'enquête une sorte de choc. Car si ce n'était pas Mike, alors qui pouvait savoir ce qui se passait dans la maison? S'il, la personne la plus proche de Lynda, n'avait pas de rapport avec cela signifiait-il que la femme agissait complètement seule? Ou peut-être, dans sa vie, il y avait quelqu'un d'autre, une personne restée dans l'ombre et imperceptible pour tous les entourants? Ces questions ramenèrent de nouveau l'enquête au point de départ. Les enquêteurs réalisèrent qu'ils étaient proches de la solution. Mais maintenant, avec l'alibi confirmé de Mike, ils se retrouvaient dans une impasse. Il devint clair que les recherches devaient aller dans une autre direction. L'enquête se concentra de nouveau sur Lynda elle-même et son entourage. Il fallait vérifier soigneusement tous ceux qui étaient liés à elle d'une manière ou d'une autre, sans exclure même les connaissances les plus insignifiantes. Ce tournant inattendu dans l'enquête devint un coup douloureux pour la police et les habitants locaux qui suivaient l'affaire. Beaucoup étaient déjà sûrs de la culpabilité de Mike et se préparaient à la fin rapide de cette tragédie. Maintenant, tout n'était pas si univoque. Il devint clair que le secret de Lynda était beaucoup plus profond et complexe qu'il ne semblait initialement. Peut-être que la femme agissait réellement tout ce temps complètement seule, se cachant de tous ceux qui la connaissaient et ne laissant personne s'approcher trop près d'elle. Maintenant, devant l'enquête, s'ouvraient deux versions principales. Soit Lynda accomplissait indépendamment ses crimes, cachant son terrible secret à tous les entourants, soit dans sa vie existait quelqu'un d'autre, dont la trace restait jusqu'à présent inaperçue. Les deux versions semblaient presque également effrayantes. Si Lynda agissait seule, cela signifiait que la femme se trouvait pendant des années dans un isolement absolu, vivant une double vie. Si quelqu'un l'aidait, ou au moins connaissait ses actions, cela signifiait qu'à côté des habitants ordinaires et tranquilles de la petite ville, marchait encore une personne capable de cacher un si terrible secret. Il incombait à l'enquête d'étudier de nouveau tout l'entourage de Lynda, connaissances, collègues, parents, et même personnes fortuites qui auraient pu la croiser d'une manière ou d'une autre pendant ces années. À ce moment, il devint évident que l'enquête sortait à un nouveau niveau de complexité.
Et bien que la fausse piste sous les traits de Mike Roos soit maintenant écartée, la police comprenait que la phase suivante de l'enquête serait encore plus difficile et embrouillée. Il leur incombait de nouveau de chercher la personne qui aidait ou, au moins, savait ce qui se passait derrière les portes fermées de la maison en périphérie de Whites Hill. Maintenant, devant la police, se dressait la tâche non pas simplement de trouver un nouveau suspect, mais de découvrir soigneusement et méthodiquement qui exactement de l'entourage de Linda pouvait devenir complice ou témoin de ces crimes. L'enquête ouvrait de nouveau un nouveau chapitre, et les enquêteurs étaient sûrs que la vérité sortirait obligatoirement au grand jour, même si cela devait prendre plus de temps qu'ils ne le supposaient. L'enquête tourna dans une direction inattendue quand sur la table se retrouvèrent les documents financiers de Linda Carter. Au premier regard, c'était que des papiers ennuyeux, des extraits bancaires standards et des certificats de revenus, mais c'est précisément en eux que les enquêteurs remarquèrent quelque chose d'étrange et d'inquiétant. Le solde sur tous les comptes de Nauset, Linda était pratiquement zéro. Pendant les années de vie à Whites Hill, elle n'avait pas de sources officielles de revenus. Ni salaire, ni allocation, ni pension alimentaire, ni même virements bancaires ordinaires de parents ou d'amis. Les documents posaient sèchement et impitoyablement la question de manière tranchante. Avec quel argent Linda Carter vivait-elle en général et comment réussissait-elle à cacher sa situation pendant tant d'années? Pour comprendre ses motifs et circonstances, les enquêteurs approfondissent son passé. Apparurent des détails sur ce qu'était la vie de Linda avant qu'elle n'arrive dans la petite ville tranquille. Il s'avéra qu'elle avait grandi dans une famille très pauvre, mais stricte. Le père était un homme sévère, adhérant à des vues conservatrices, et la mère, une femme renfermée, apparaissant rarement en public. L'enfance de Linda s'était passée dans des conditions de besoin constant, de peur et de contrôle strict. À l'école, elle était une fille discrète, tranquille, ne suscitant ni compassion ni intérêt chez ses camarades de classe. Au fur et à mesure que les enquêteurs découvraient de nouveaux détails, il devint clair que la pauvreté et l'isolement social avaient profondément influencé la psyché de Linda. Elle n'avait pas de condamnation, rien de criminel ou de suspect dans son passé. Cependant, elle vivait manifestement dans une tension constante, la peur et peut-être le désespoir, essayant de garder secret ce qu'elle considérait comme sa tragédie personnelle. Les dossiers de la clinique locale confirmaient que Linda s'adressait à eux à maintes reprises pour de l'aide. Mais ce qui était étrange et inquiétant, c'est qu'elle ne s'inscrivait jamais comme en enceinte, comme si chaque fois elle voulait de l'aide, mais avait peur de reconnaître finalement sa situation. Ces visites à la clinique formèrent le portrait d'une personne dans un profond désespoir, incapable de s'adresser pour une aide réelle par peur que son secret soit révélé. Maintenant, quand sa pauvreté et son isolement social devinrent des motifs évidents pour la dissimulation des grossesses, il semblait à l'enquête que l'image se composait enfin. La police comprenait que Linda agissait probablement à cause d'une profonde dépression et de la peur du jugement public. Elle avait peur de perdre même ces miettes de soutien social qu'elle avait, et finalement fit un choix qui lui semblait le seul possible. Mais restait une question clé qui continuait à inquiéter l'enquête. Comment réussissait-elle à survivre toutes ces années sans revenus? Même les dépenses minimales exigeaient au moins une petite source de soutien financier. Et Linda n'en avait manifestement pas. Ou elle en avait, mais se cachait des regards étrangers. C'est précisément cette bizarrerie qui fit réfléchir les enquêteurs au fait que peut-être Linda Carter n'était pas la seule participante de cette histoire. Peut-être que quelqu'un l'aidait, lui apportait un soutien, même s'il était caché de la société. Cela expliquerait comment elle réussissait à éviter la pauvreté et à survivre sans revenu officiel pendant tant d'années consécutives. Quelqu'un devait connaître sa situation, devait la soutenir financièrement ou apporter d'autres types d'aides, dont ne savaient pas les voisins et même l'ancien partenaire Mike Roos. Il devint clair à l'enquête que la tâche suivante était de trouver la source de ses revenus cachés. Il fallait vérifier soigneusement son cercle de communication, découvrir qui pouvait secrètement l'aider ou la soutenir. Car si c'était vrai, l'enquête recevait un tournant complètement nouveau. Alors Linda n'était déjà plus simplement une femme solitaire dans le désespoir, mais partie de quelque chose de plus grand, dont personne, jusqu'à ce moment,
ne se doutait. Ainsi, les motifs de Lynda Carter devinrent enfin compréhensibles. Pauvreté, peur du jugement, profonde dépression et impossibilité de s'adresser ouvertement pour de l'aide. Tout cela expliquait son état psychologique et la décision de cacher la grossesse. Mais l'aspect financier restait encore une énigme complète. Pour la police maintenant, il était évident. Résoudre l'affaire jusqu'au bout ne serait possible qu'après qu'ils trouvent la source de ses revenus cachés et celui qui pouvait la connaître et l'aider en cela. Les enquêteurs savaient que le chapitre suivant de l'enquête serait concentré précisément sur cet aspect. Maintenant, il fallait trouver les traces de l'aide financière cachée et comprendre qui exactement pouvait l'apporter à Lynda Carter. Cette personne, encore cachée dans l'ombre, pouvait être le dernier élément manquant dans cette histoire sombre et embrouillée. L'enquête ouvrait de nouveau un nouveau chapitre, et les enquêteurs comprenaient que cette fois, ils s'approchaient du secret le plus profond, caché derrière la vie habituelle de la petite ville de White Hill. Ils étaient sûrs que derrière cette source cachée de revenus se dressait quelqu'un qui aidait Lynda à rester invisible pour la société. Maintenant, le principal était de trouver cette personne et d'apprendre son rôle dans cette tragédie. Seulement alors l'image du crime deviendrait complètement claire et la justice pourrait triompher. Le silence. Dans la salle d'interrogatoire du commissariat de police de White Hill, régnait un silence si épais qu'il semblait pouvoir être ressenti physiquement. Sur la table devant Lynda Carter étaient disposées toutes les preuves de sa culpabilité. Le rapport d'ADN, les photos du lieu de découverte, les extraits de l'hôpital et les témoignages des voisins. Les documents étaient disposés soigneusement, comme une preuve évidente que tout était déjà décidé et clair. L'enquêteur énumérait méthodiquement les faits, mais la femme en face continuait à se taire. Ce silence, sourd et intransigeant, était la chose la plus bruyante dans la pièce. Pourquoi se taisait-elle ayant devant les yeux des preuves irréfutables de son implication? L'enquêteur prononça clairement, presque sèchement, comme s'il était un automate exécutant mécaniquement son travail. Les résultats de l'analyse d'ADN confirment sans équivoque que ce sont vos enfants. Les voisins et connaissances ont donné des témoignages qu'ils vous ont vu à maintes reprises dans un état correspondant à la grossesse. Nous avons toutes les données, Lynda. Tout converge précisément vers vous. Lynda ne frémit même pas. Elle ne détournait pas les yeux d'un point sur le mur, semblait presque absente de la pièce. Pas un mot, pas le moindre signe d'agitation. Ses mains étaient pliées sur ses genoux, calmes et immobiles. L'enquêteur essaya de nouveau de briser son silence. « Lynda, si vous racontez ce qui s'est passé, cela vous aidera. Vous comprenez que le silence ne fait qu'aggraver votre situation. Mais le silence était la seule réponse que recevait l'enquête. Chaque nouvelle question restait suspendue dans l'air sans réponse. La tension grandissait à chaque seconde et dans la pièce, il semblait déjà manquer d'oxygène. Lynda continuait à se taire, comme si elle avait déjà pris une décision depuis longtemps et rien ne pouvait plus la faire reculer. L'avocat de Lynda, assis à côté, brisa enfin le silence qui s'éternisait. « Ma cliente utilise son droit de garder le silence. S'il vous plaît, respectez son choix. » L'enquêteur se tut pendant quelques secondes, regardant l'avocat avec une irritation non dissimulée. Tous les présents comprenaient qu'un tel comportement compliquerait considérablement l'affaire au tribunal. Sans aveu, sans aucune explication des motifs et détails que pourrait donner Lynda elle-même, l'accusation semblerait beaucoup plus faible. « Bien, mademoiselle Carter, vous pouvez continuer à vous taire, mais cela n'annule pas les faits. Nous savons tout. Et maintenant, toute la ville sait ce que vous cachiez tant d'années. La seule chance que vous avez maintenant, c'est de raconter qui vous aidait. Parce que nous savons que vous ne pouviez pas agir complètement seul. Réfléchissez à cela. » Lynda ne réagit de nouveau pas, et il ne resta à l'enquêteur qu'à terminer l'interrogatoire. Il rassembla les documents de la table et sortit, fermant la porte derrière lui. Dans le couloir, il exhala avec dépit. Sans aveu, l'affaire se compliquait fortement. L'enquête se heurtait à un mur sourd érigé par la suspecte elle-même.
Cette scène dans la salle d'interrogatoire devint un point tournant important de l'enquête. Depuis le moment de la découverte des premiers restes, et jusqu'à ce jour, il semblait que les enquêteurs suivaient la bonne voie et que tous les morceaux du puzzle allaient se mettre en place. Mais maintenant, quand tout dépendait d'un mot ou au moins d'un geste de la suspecte, l'enquête sembla se figer. Les enquêteurs comprenaient que ce silence n'était pas gratuit. Il pouvait signifier beaucoup. Peur de la punition, désespoir, désir de protéger quelqu'un d'autre qui restait encore dans l'ombre. Et maintenant, c'est précisément ce quelqu'un qui devint la principale énigme qu'il fallait résoudre pour terminer l'enquête. Il restait 2 scénarios possibles. Soit Lynda Carter agissait complètement seule et son silence était une tentative de prendre toute la faute exclusivement sur elle, soit à côté d'elle existait un complice qu'elle essayait de protéger en gardant le silence. C'est précisément cette pensée qui devenait de plus en plus probable à chaque minute de son refus obstiné de parler. Ainsi, l'interrogatoire, au lieu de donner des réponses définitives, ouvrit encore plus de questions. Il incombait à l'enquête de chercher cette même personne qui pouvait se trouver dans l'ombre toutes ces années, aidant Lynda Carter à cacher son terrible secret. Qui cela pouvait-il être ? Un ami, un parent, une connaissance, quelqu'un des voisins. Le cercle des suspects potentiels s'élargissait de nouveau, et il incombait aux enquêteurs de repasser de nouveau tous les anciens témoignages, d'étudier de nouveau tous les détails de la vie de la suspecte pour trouver au moins un indice indiquant le second participant de ce crime. Maintenant, l'affaire devenait encore plus complexe et en même temps encore plus importante. Sans le second participant, sans celui qui aidait Lynda à cacher les crimes, l'enquête restait incomplète. Le silence de Lynda dans la salle d'interrogatoire ne faisait que renforcer la conviction de l'enquête qu'une seconde personne existait. Les enquêteurs comprenaient que maintenant, tout l'espoir était dans une nouvelle approche, dans un nouveau regard sur les anciens indices et dans une vérification minutieuse de tous ceux qui étaient près de Lynda. Ce mur de silence, qui semblait inexpugnable, ne pouvait être brisé que d'une seule manière: trouver celui que Lynda essayait de protéger et le forcer à parler. Ainsi, l'interrogatoire sévère devint le moment décisif de l'enquête. L'absence d'aveu ne signifiait pas la fin de l'affaire, mais compliquait considérablement la tâche des enquêteurs. Maintenant, pour obtenir la justice et révéler toute la vérité, il leur fallait trouver la personne qui toutes ces années se cachait dans l'ombre et aidait Lynda Carter à garder son terrible secret. C'est lui qui devait devenir le maillon suivant dans la chaîne de révélation de ce crime. L'enquête bougea de nouveau quand l'analyste, étudiant attentivement les données financières, remarqua soudain une anomalie étrange dans les extraits bancaires. Sur l'écran clignotèrent des chiffres secs, de petits virements d'argent, presque imperceptibles, qui arrivèrent sur un même compte avec une régularité semblable à une horloge. L'analyste les sépara, indiquant la précision et la périodicité, et cela souleva immédiatement une nouvelle question. Qui pouvait envoyer ces paiements secrets ? Et surtout, pourquoi ? Les enquêteurs se mirent rapidement à comparer les dates des virements avec les événements clés de l'affaire. Ce qu'ils découvrirent était choquant et en même temps indéniable. Chaque virement coïncidait pratiquement parfaitement avec les dates présumées de naissance, indiquées précédemment dans le rapport du pathologiste. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Quelqu'un envoyait systématiquement de l'argent précisément quand Lynda se trouvait dans la position la plus vulnérable. Évidemment, quelqu'un d'autre connaissait son secret et ne se contentait pas de le connaître, mais finançait délibérément son silence. Maintenant, la tâche principale était de découvrir les propriétaires des comptes. La police envoya une demande officielle à la banque et après quelque temps reçut une réponse précise et inattendue. Le nom du propriétaire du compte destinataire était déjà connu, Lynda Carter. Mais voilà, le nom de celui qui envoyait l'argent choqua tout le monde. Ce n'était pas Mike Rousse, pas une connaissance fortuite ou un ami. C'était une personne dont le nom n'avait jusqu'à ce moment jamais émergé dans l'enquête. Le propre père de Lynda. Ce tournant inattendu changea complètement le cours de l'affaire. Tout ce qui semblait étrange et illogique auparavant prenait maintenant un sens clair
et compréhensible. C'est précisément le père de Linda, l'homme strict et conservateur qu'on décrivait comme cruel et dominateur, qui toutes ces années envoyait silencieusement de l'argent à sa fille pour qu'elle puisse cacher son terrible secret. Maintenant, il devint clair pourquoi Linda pouvait exister tant d'années sans revenu officiel et pourquoi elle était si sûre de son silence. Elle avait un complice puissant et fiable, dont la participation pouvait expliquer beaucoup. Mais pourquoi précisément le père avait-il décidé de faire cela? Qu'est-ce qui l'avait poussé à aider sa fille à cacher de tels actes terribles? Ces questions inquiétaient maintenant tous ceux qui étaient impliqués dans l'enquête. La police avait un nouveau suspect, une personne qui non seulement savait ce qui se passait, mais participait activement à la dissimulation des crimes, finançant le silence de Linda et probablement même dirigeant ses actions. Maintenant, il était nécessaire à l'enquête de contacter d'urgence le père de Linda et de l'interroger pour comprendre à quel point il était impliqué dans ce qui se passait. Il comprenait que le père de Linda n'était pas simplement un nouveau suspect, mais encore un puissant levier de pression sur la femme elle-même. Peut-être que c'est précisément à travers lui qu'on pourrait enfin percer son mur de silence et apprendre toute la vérité. Dans la ville se leva de nouveau une vague d'anxiété et de choc. Personne ne pouvait même imaginer que l'histoire, commencée par la terrible découverte dans le sous-sol, mènerait à un tel tournant. Maintenant, les habitants de White's Hill discutaient non seulement de Linda, mais aussi de son père, se demandant comment précisément un homme si respecté avait pu cacher pendant des années de si terribles secrets. Ainsi, l'extrait bancaire, document sec et au premier regard peu significatif, devint soudain la preuve principale et irréfutable de l'affaire. Il indiqua à l'enquête non seulement un nouveau suspect, mais aussi une personne qui pouvait réellement influencer l'issue de toute l'enquête. Les enquêteurs réalisèrent qu'ils avaient trouvé non pas simplement un second participant, mais une personne se dressant au centre de tout ce qui s'était passé. Celui qui pouvait connaître toutes les réponses aux questions tourmentant la police et la petite ville si longtemps. Maintenant, la tâche de l'enquête consistait à atteindre le père de Linda, le forcer à parler et comprendre jusqu'où s'étendait sa culpabilité et sa responsabilité. Et le plus important, établir ses motifs pour comprendre cette sombre histoire jusqu'au bout. L'enquête, qui semblait presque terminée, s'anima maintenant avec une nouvelle force. L'apparition d'un nouveau suspect signifiait que toute la vérité était encore devant. Les enquêteurs étaient prêts à agir rapidement et de manière décisive pour enfin fermer cette affaire. Ils comprenaient que maintenant, tout se déciderait lors d'un nouvel interrogatoire, peut-être le plus important. C'est précisément le père de Linda qui pouvait éclairer toutes les questions restantes et donner les réponses définitives qu'attendaient tant tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire terrible. Quand la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit de nouveau, sur le seuil apparut un nouveau participant de l'enquête, un homme âgé, au regard lourd et sombre. Sa présence ici était inattendue et soulevait une question muette chez tous ceux qui observaient le cours de l'affaire. Quel rôle exactement avait-il joué dans l'histoire terrible qui avait émergé du sous-sol de la maison à White's Hill? L'enquêteur ne perdit pas de temps en vain et disposa soigneusement devant l'homme les documents financiers. Les extraits bancaires montraient clairement les virements réguliers qui arrivaient de lui sur le compte de Linda. Il regarda silencieusement les papiers, ne manifestant ni surprise ni indignation. Sa réaction était presque indifférente, comme s'il attendait depuis longtemps que ces documents tombent un jour entre les mains de la police. L'enquêteur l'observait attentivement, attendant une réaction, au moins un signe quelconque capable d'expliquer ce qui se passait. L'homme ne détachait pas longtemps son regard des extraits bancaires. Toute la pièce plongea dans un silence tendu et plein d'attente. Il était clair que c'est précisément ce moment pouvait faire basculer le cours de toute l'affaire. Et après quelques secondes, l'homme âgé leva enfin lentement la tête. Son regard restait froid, mais dans ses yeux brillait quelque chose qui ressemblait au regret ou au repentir. Il ne se mit pas à nier l'évident et reconnut qu'il savait tout ce qui se passait avec sa fille. C'est précisément lui qui, toutes ces années, lui envoyait de l'argent pour préserver le secret et éviter la honte. Son motif s'avéra simple et en même temps terrifiant. Il avait peur de ce que diraient là les gens si le secret de sa fille devenait connu.
la peur du jugement public l'avait poussé à se taire et à aider sa fille à cacher ce qui se passait. Cette reconnaissance devint le moment clé et décisif de l'enquête. Maintenant, il devint évident que Linda n'agissait pas seule. Toute cette horreur qui se passait dans le sous-sol d'une maison ordinaire dans une petite ville tranquille se déroulait avec l'accord tacite et le soutien financier de son propre père. Il devint clair pourquoi la femme avait pu éviter tant d'années l'attention des voisins, pourquoi elle pouvait se permettre de ne pas travailler et de vivre dans un isolement complet. Son silence était payé par une personne qui devait la protéger de tout ce qui était terrible et choisit au lieu de cela de préserver la réputation et de cacher la vérité. Maintenant, la défense de Linda s'effondra complètement. Sans le soutien financier du père, sans sa participation tacite, elle n'aurait guère réussi à cacher les crimes si longtemps. Il devint clair pour l'enquête que le rôle du père n'était pas simplement secondaire. Il était un participant à part entière de ce qui s'était passé, une personne qui non seulement savait, mais créait les conditions dans lesquelles Linda pouvait agir impunément pendant des années. Et bien que la reconnaissance ait donné un tableau clair des événements et des motifs, restèrent des questions exigeant des réponses supplémentaires. Maintenant, l'enquête reçut un nouveau levier de pression puissant. Entre les mains de la police était la possibilité de reconstituer le tableau complet de ce qui s'était passé toutes ces années derrière les portes fermées de la maison des Warner. Il leur fallait comprendre qui d'autre pouvait être mêlé à cette histoire. Pourquoi le père préférait se taire en payant le silence de sa fille, au lieu de l'aider et de prévenir la tragédie. L'enquête reçut de nouveau une direction claire et un objectif concret. Maintenant, il incombait aux enquêteurs d'approfondir la vie du père de Linda, de découvrir qui d'autre pouvait être impliqué et savait ce qui se passait. C'est dans cette direction que la police se préparait à avancer pour révéler définitivement l'affaire qui avait bouleversé la petite ville tranquille jusqu'au fondement. Le secret qui était resté trop longtemps dans l'ombre sortit maintenant au grand jour, et l'enquête était prête à aller jusqu'au bout pour établir tous les impliqués et révéler chaque détail de cette sombre histoire. La reconstitution de cette sombre histoire commença par un détail choquant qui sonna soudain de la bouche du père de Linda. Après chaque cas de ce genre, elle l'appelait. Ces paroles se transformèrent en clés de la compréhension de comment, en général, pouvait se passer ce qui était resté si longtemps inaperçu dans une maison ordinaire en périphérie de la tranquille Whites Hill. Maintenant, il était clair pour l'enquête. Ce n'étaient pas des cas isolés, c'était un système clairement fonctionnant, un mécanisme qui agissait pendant des années et toujours selon le même schéma terrible. Tout commençait par le fait que Linda Carter cachait soigneusement sa grossesse. Vêtements amples, évitement des contacts, isolement social complet, tout cela n'était pas des coïncidences fortuites, mais des pas soigneusement réfléchis. Personne ne devait se douter, personne ne devait remarquer. C'était sa première tâche, rester invisible, être dans l'ombre, ne laissant personne s'approcher trop près d'elle. Quand arrivait le moment critique, elle restait seule dans la maison, excluant complètement la possibilité d'aide extérieure. Après l'accouchement secret, dans des conditions d'isolement complet et d'absence d'aide médicale, arrivait inévitablement la tragédie. Chaque fois, tout se répétait selon un scénario. Le bébé, laissé sans soin, périssait. Et chaque fois, dès que l'étape terrible se terminait, Linda reprenait le téléphone et appelait son père. Pas pour de l'aide, pas avec une demande d'intervention, simplement pour informer que tout était fini, qu'elle avait de nouveau besoin d'argent. Le père de Linda, recevant ces appels, envoyait silencieusement l'aide financière. L'argent arrivait sur son compte régulièrement et pratiquement immédiatement après chacun de ces cas tragiques. Il ne posait pas de questions, n'essayait pas d'intervenir ou d'arrêter ce qui se passait. Son seul objectif était de cacher la honte de la famille, de faire taire le scandale, d'éviter le jugement public. Ses actions étaient froides et calculées. Elles alimentaient ce cercle vicieux, permettaient au système de fonctionner sans défaillance. Le dernier, terrible maillon de la chaîne, était la maison elle-même et son sous-sol. C'est précisément ici que Linda trouvait un endroit pour cacher les traces de sa tragédie. Avec les années, le nombre de tels épisodes augmentait et elle devenait à chaque fois plus experte dans la dissimulation de ses actions.
Le sous-sol devint une sorte d'archive où étaient gardés les témoignages de son terrible secret, dont personne ne devait apprendre. Maintenant, l'enquête réussit à reconstituer complètement ce cycle terrible d'événements qui agissait sans arrêt pendant de nombreuses années. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un ensemble chaotique d'actions. C'était un véritable système qui, pendant des années, permettait à Linda de vivre en cachant son secret et à son père d'éviter la réprobation publique. Et seulement la découverte fortuite des restes le détruisit, l'arrêta, força la vérité à sortir au grand jour. Après que la séquence d'événements fut complètement recréée, l'enquête reçut tout le nécessaire pour transmettre l'affaire au tribunal. Maintenant étaient clairs les motifs, les rôles de chaque participant. Et le plus important, il devint évident que tout ce qui s'était passé n'était pas fortuit, mais était le résultat d'actions conscientes des deux, Linda et de son père. Cependant, même maintenant, quand les détails terribles étaient au révélé, dans l'affaire restaient encore de nombreuses questions exigeant des réponses. Pourquoi le père n'intervenait-il jamais, préférant se racheter avec de l'argent? Pourquoi Linda, au lieu de demander de l'aide, choisissait-elle de répéter encore et encore ce scénario tragique? Ces questions devaient trouver leur réponse déjà dans la salle du tribunal, où les coupables devaient comparaître devant la loi et raconter toute la vérité. Ainsi, l'affaire qui avait bouleversé la petite ville tranquille de White Hill approchait de son étape finale. Les enquêteurs avaient accompli un énorme travail, reconstituant par morceaux le tableau sombre des événements, et maintenant leur tâche était seulement de transmettre tous les matériaux au tribunal pour que la justice triomphe enfin. L'enquête termina sa tâche, laissant le dernier mot au tribunal auquel il incombait maintenant de prononcer le verdict définitif et de fermer ce chapitre de l'histoire qui avait changé à jamais la vie de la petite ville tranquille. La salle du tribunal à White Hill avait l'air stricte et froide, comme il convient à un lieu où se décide le sort des gens. C'était le 10 mars 2022. Derrière la tribune de bois était assis le juge en manteau noir. Devant lui étaient disposés les matériaux de l'affaire que la ville connaissait déjà pratiquement par cœur. Au premier rang étaient assis Linda Carter et son père âgé. Les visages des deux étaient immobiles et tendus. Il semblait que tout était déjà décidé, mais la formalité du processus judiciaire exigeait une pause avant l'annonce du verdict. C'est précisément dans cette seconde d'attente que résidait toute l'intrigue. Le juge les considérerait-il comme coupables ou y aurait-il au moins une circonstance atténuante? La défense essayait de mettre l'accent sur le fait que Linda était victime de circonstances. Ses avocats parlaient de lourde dépression, de pauvreté, de stress constant et d'absence de soutien, tant familial que social. Ils affirmaient que toutes les actions de la femme étaient dictées non par la cruauté, mais par la peur et le désespoir. Quant à son père, les avocats insistaient sur le fait qu'il agissait par les mêmes motivations, essayant de préserver la réputation de la famille et de ne pas permettre la divulgation de la tragédie. Cependant, l'accusation présenta un tableau complètement différent. Les procureurs insistaient sur le fait que les crimes de Linda avaient un caractère systématique, en série. Ils attirèrent l'attention sur le fait que la femme cachait consciemment ses actions pendant des années et que son père finançait cette activité, réalisant complètement ce qui se passait. C'était une conspiration, organisée et cruelle, qui avait duré plus d'une décennie. Le procureur souligna que la pauvreté et la dépression ne pouvaient justifier de tels actes terribles et répétitifs. Toute la ville suivait le procès, attendant que le tribunal mette enfin un point dans l'affaire qui, pendant des mois, n'avait pas lâché l'attention des habitants. White Hill était figé dans l'attente de la décision. À ce moment, le juge leva les papiers et commença à annoncer le verdict. Dans la salle, il devint absolument silencieux. Le temps sembla s'arrêter quand il prononça enfin les mots clés. Linda Carter était reconnue coupable de commission de crime et condamnée à la réclusion à perpétuité. Après une courte pause, il continua, s'adressant déjà à son père, « Reconnaître coupable de complicité et de dissimulation de crime. Condamné à 10 ans de privation de liberté. » À ce moment, la tension dans la salle fut remplacée par le soulagement. La justice était faite, et la petite ville reçut enfin les réponses aux questions qui tourmentaient tout le monde pendant de longs mois. Maintenant, quand le verdict était annoncé
et que le juge avait posé les papiers sur la table, l'affaire qui avait bouleversé toute la ville était enfin officiellement terminée. Pour Linda et son père commençait un nouveau chapitre, mais déjà complètement différent, derrière les murs des cellules de prison. Les habitants de Whites Hill savaient que la justice avait triomphé, mais le sentiment lourd du fait que cela avait pu en général arriver dans leur petite ville tranquille resterait avec eux pour toujours. L'enquête avait fait tout le possible, le tribunal avait pris sa décision et la loi avait été respectée. Mais après la fin du procès devant la ville, restait encore beaucoup de questions. Qu'était-il possible de faire plus tôt? Pourquoi personne n'avait-il remarqué ce qui se passait? Et le principal, peut-on être sûr que rien de semblable ne se répétera jamais dans la tranquille Whites Hill? Maintenant, les enquêteurs avaient une dernière tâche, terminer toutes les formalités, rassembler les matériaux restants et fermer définitivement cette affaire qui resterait longtemps l'épisode le plus terrible et mémorable de l'histoire de la ville. Bientôt commencerait la dernière phase du travail de l'enquête, l'établissement de tous les documents et la fermeture de l'enquête. Et bien que le tribunal ait rendu son verdict, l'histoire et ses conséquences continuaient à vivre dans les cœurs et la mémoire des habitants de la petite ville, qui ne pourraient jamais complètement oublier cette tragédie. Quelques mois après le prononcé du verdict, l'enquêteur principal de l'affaire donna une interview au journal local. Il dit une phrase qui resta longtemps dans la conscience de chaque habitant de Whites Hill. « Nous savons qui et comment, mais nous ne savons toujours pas le principal. » Ces paroles semblèrent résumer tout ce qui s'était passé, laissant les habitants de la ville avec un sentiment d'incertitude inquiétante. Quelle question principale exactement était restée sans réponse? Avec le temps, la maison des Warner, devenue le symbole sombre de ces événements, fut démolie. À sa place maintenant, un terrain vague, symbole de la tentative de la ville d'effacer la mémoire de la tragédie dont personne ici ne veut parler à voix haute. La communauté de Whites Hill vit encore les conséquences de ce qui s'est passé, essayant de retrouver la vie tranquille d'avant. Mais les taches blanches dans cette histoire sont restées non coloriées, et il est impossible de s'en débarrasser par la simple décision de démolir le bâtiment. Les habitants locaux continuent à se poser des questions auxquelles il n'y a pas, et peut-être, n'y aura jamais de réponse. D'autres membres de la famille de Linda Carter savaient-ils ce qui se passait? Y avait-il quelqu'un d'autre qui aurait pu remarquer les signes de malheur et intervenir plus tôt? Pourquoi Linda, se trouvant dans une situation si désespérée, n'a-t-elle jamais essayé de demander de l'aide anonyme, bien qu'il y ait eu toutes les possibilités pour cela dans la ville? Ces questions deviennent encore plus douloureuses si on se souvient à quel point les gens vivaient proches les uns des autres à Whites Hill, comme ils se rencontraient souvent dans les magasins, la clinique, dans les rues. Les habitants ne peuvent toujours pas comprendre comment cela a pu se passer pendant des années littéralement sous leur nez, et personne n'a rien remarqué. Personne n'est intervenu à temps. Il n'y aura plus de réponse à ces questions. Elles resteront pour toujours dans la mémoire de la petite ville, comme un rappel que les tragédies peuvent se dérouler imperceptiblement, se cachant derrière le quotidien ordinaire. L'affaire de Linda Carter devint une leçon, douloureuse et inoubliable, après laquelle Whites Hill ne sera plus jamais la même. Maintenant, chacun des habitants se demande ce qu'il aurait pu faire différemment pour que cela n'arrive pas. Et c'est peut-être là la question principale à laquelle il n'y a pas de réponse et qui restera avec eux pour toujours.